31 mai 2006, Stockholm. Dans la chambre d'un ado, un serveur bricolé est sur le point de devenir la machine la plus chassée au monde. Ce serveur héberge The Pirate Bay, le site qui a fait perdre 30 milliards de dollars à Hollywood, mis les maisons de disques à genoux et tourné en ridicule le droit d'auteur international. 5h47 du matin, 53 policiers armés défoncent les portes du data center. Ils embarquent chaque serveur, chaque câble, chaque bout de matériel. Sur le papier, c'est le coup de grâce. À midi, les procureurs suédois tiennent une conférence de presse triomphale. Les dirigeants d'Hollywood trinquent à leur victoire. L'empire pirate le plus célèbre du monde, utilisé par 25 millions de personnes par jour, est enfin mort. 72 heures plus tard, The Pirate Bay réapparaît en ligne comme si rien ne s'était passé. Sa page d'accueil affiche maintenant un bateau pirate qui tire des boulets de canon sur le panneau Hollywood. Et là, ce qui terrifie chaque gouvernement et chaque grande boîte qui regarde la scène, le site n'a pas juste survécu, il est devenu impossible à tuer. Tous les serveurs physiques saisis, les fondateurs arrêtés, et le site est revenu. Si tu peux pas détruire ça, tu peux pas contrôler Internet. Comment 3 hackers suédois ont-ils construit un truc indestructible ? Et qu'est-ce qu'ils avaient compris que des multinationales valant des milliards n'avaient pas pigé ? Stockholm 2001. Gottfried Svartholm est assis en tailleur sur le sol de sa chambre. Il regarde des câbles serpentés depuis un serveur bricolé planqué sous son lit. Il a 19 ans, cheveux en pétard, sourire sceptique et des yeux qui s'illuminent quand on parle cryptographie. Son pseudo en ligne, Anakata, un nom qui va devenir à la fois une légende et une malédiction. En 2003, lui et 2 complices, Frédéric Neige et Peter Sund, bricolent un tracker BitTorrent comme projet annexe pour Pirate Biran, un collectif anti-copyright basé dans un entrepôt de Stockholm. Leur mission ? Rendre le partage de fichiers sans friction. Pas de gardien, pas d'excuses, pas de log. Le serveur planqué sous le lit de Gottfried devient le cœur battant de l'expérience. Le tracker prend feu plus vite que prévu. Fin 2004, leur projet a un nom, The Pirate Bay, et 40 000 utilisateurs qui s'échangent tout, des distributions Linux open source aux dernières sorties hollywoodiennes. Chaque torrent téléchargé passe par la machine de Gottfried. Les factures de bande passante commencent à rendre ses parents nerveux. Frédéric propose qu'il passe à de l'hébergement pro vite fait. Il lance PRQ, une boîte d'hébergement avec une seule règle, on héberge n'importe quoi, on garde 0 log. Pendant que leurs concurrents plient sous la pression légale, PRQ collectionne les mises en demeure comme des trophées. Les défis pleuvent. Février 2004, les avocats de DreamWorks envoient une mise en demeure exigeant le retrait des torrents de Shrek 2. La réponse de Gottfried devient un classique du folklore internet. La Suède n'est pas un État des États-Unis d'Amérique. Pour info, aucune loi suédoise n'est violée. C'est l'avis de nous et de nos avocats que vous êtes des abrutis. Il suggère aux avocats hollywoodiens d'effectuer un acte anatomiquement créatif avec une matraque rétractable, puis signe « Allez vous faire foutre », poli comme d'habitude, Anakata. Au lieu de se planquer, The Pirate Bay publie tout l'échange sur sa page d'accueil. La lettre devient virale. Le trafic du site triple en une nuit. Chaque menace judiciaire leur offre une publicité gratuite et renforce leur image de rebelles. Mi-2005, The Pirate Bay gère un trafic qui ferait baver la plupart des startups tech. Le site tourne sur du code que Gottfried écrit quasi tout seul, dont un tracker maison appelé Hypercube qui coordonne le partage de fichiers entre des millions de machines en simultané. Au pic, 25 millions d'utilisateurs dans le monde se connectent via l'infrastructure du site. Assez de trafic pour le classer dans le top 100 mondial. L'interface reste minimaliste. Une barre de recherche, un logo de bateau pirate et un océan de contenu. Mais sous cette simplicité, Gottfried construit quelque chose qui ressemble à l'immortalité numérique. Chaque nouvel utilisateur rend le réseau plus dur à détruire. Chaque fichier partagé crée de la redondance. C'est plus un site web, c'est un organisme vivant qui grandit plus vite que n'importe quel régulateur. Aux États-Unis, la MPAA, Motion Picture Association of America, regarde ça avec une fureur qui monte. Leur procès contre les téléchargeurs individuels ne marche pas. La vraie cible, c'est l'infrastructure qui rend tout ça possible. Et cette infrastructure, elle a une adresse en Suède.
Début 2006, les lobbyistes d'Hollywood travaillent les canaux diplomatiques suédois. Les mails fusent entre Los Angeles et Stockholm. La pression monte. Le gouvernement suédois, normalement très peu interventionniste sur Internet, commence à sentir la chaleur venir de l'autre côté de l'Atlantique. Mai 2006, le téléphone de Gottfried vibre. Un contact dans l'industrie télécom suédoise le prévient. Les flics se préparent à frapper. Il appelle Fredrik. Ils ont simulé ce scénario depuis des mois. Leur plan de secours est simple. Des sauvegardes chiffrées de la base de données sont planquées sur des serveurs aux Pays-Bas, prêtes à être déployées. Si l'infrastructure principale tombe, ils reconstruiront The Pirate Bay avant que le JT du soir suédois soit fini. Gottfried a passé 2 ans à s'assurer que l'existence entière du site puisse tenir sur une clé USB et ressusciter n'importe où avec de l'électricité et de la bande passante. Dans quelques heures, sa préparation va être testée par 53 policiers armés. Mais ce que les forces de l'ordre n'ont pas encore compris, ils s'apprêtent à saisir du matériel pendant que les données, la seule chose qui compte vraiment, sont déjà à mi-chemin d'Amsterdam. 31 mai 2006, 5h47 du matin, la première porte vole en éclats à Bromma, une banlieue de Stockholm, où un fournisseur de bande passante héberge les serveurs principaux. Les flics bougent en équipe synchronisée, 10 endroits frappés en même temps. Dans la salle des serveurs, les baies métalliques sont débranchées en plein fonctionnement, les disques durs glissent dans des sacs à sceller, les techniciens présents restent figés, mains en l'air, pendant que la police sort les équipements sur des diables. Gottfried et Fredrik sont menottés et conduits dans des salles d'interrogatoire séparées. À 11h du matin, la télé suédoise envoie le Breaking News, site de piratage notoire fermé. Le porte-parole de la police déclare devant les caméras qu'ils ont démantelé une opération criminelle majeure. Sur les forums du monde entier, la panique se propage. À Stockholm, des centaines de gens se rassemblent place Mintergate en agitant des drapeaux pirates et en scandant « Libérez la baie ». Sur le papier, Hollywood vient de mettre un chaos net. L'URL ne renvoie que des messages d'erreur. La MPAA publie des communiqués félicitant les autorités suédoises pour leur action décisive. Mais personne n'a anticipé ce qui va se passer dans les heures suivantes. 2 juin 2006, juste après minuit. Les rumeurs circulent, le site est de retour. Les utilisateurs rafraîchissent leur navigateur. La page d'accueil charge. Le logo du bateau pirate a un nouveau détail. Il tire des boulets sur un panneau Hollywood au sommet d'une colline. Un message en haut du site, le site BitTorrent, le plus résilient de la galaxie. Dans le chaos du raid, l'équipe de Gottfried a exécuté le plan B à la perfection. Migration complète de la base de données vers Amsterdam, DNS redirigé, tout en ligne en 72 heures. Les flics ont saisi le matériel, mais ils n'ont pas pu toucher à la communauté ou au code qui comptait vraiment. Peter Sund, le visage public du site, tient une conférence de presse depuis son appart à Stockholm. Les journalistes s'agglutinent autour de son ordi. La coupure, c'était pas la peur, explique-t-il avec un grand sourire. On était en train de scaler l'infrastructure pour absorber tout le nouveau trafic que vous, les journalistes, venez de nous envoyer. Il n'exagère pas, le raid est devenu la plus grande campagne de pub de l'histoire de The Pirate Bay. Le trafic explose, double, triple, le site crache à répétition à cause des pics de charge, pas à cause des flics. Gottfried et Fredrik enchaînent les shifts de 20 heures pour stabiliser les serveurs. Hollywood a essayé de les tuer, Hollywood les a rendus invincibles. En coulisses, ils blindent l'opération pour le prochain assaut. Des sites miroirs multiples se lancent partout en Europe et en Asie. Le code est modularisé, conçu pour se déployer sur n'importe quel serveur de n'importe quel pays en quelques heures. Quand un journaliste suédois demande à Fredrik comment ils vont survivre au prochain raid, il ne réfléchit même pas. On a des plans dans d'autres pays, on n'est pas idiots. 16 février 2009. Tribunal de district de Stockholm. 4 hommes au banc des accusés. Gottfried, pâle, narquois, Fredrik Neige, bras croisés, Peter Sund qui tweet en temps réel, et Carl Lundström, l'homme d'affaires plus âgé qui a financé l'infrastructure des débuts. On surnomme ça le spectaculaire.
Un procès conçu pour faire spectacle. Eux, ils ressemblent moins à des criminels qu'à un groupe de rock qui débarque en backstage avant un concert. L'accusation les présente comme des cerveaux criminels qui ont facilité des millions de violations de droits d'auteur et empoché des millions en revenus pub. La défense répond que The Pirate Bay était parfaitement légal selon la loi suédoise. C'est un index, pas un hébergeur. Ils n'ont jamais stocké de fichiers protégés, juste des liens torrent qui pointent vers l'extérieur. À l'extérieur, des manifestants en chapeau de pirate font du raffut. À l'intérieur, chaque siège est occupé par des journalistes venus de 30 pays. Le procès oscille entre détails techniques pointus et guerre philosophique. Un procureur essaye d'expliquer BitTorrent et se plante tellement dans les détails que Gottfried l'interrompt depuis le banc des accusés pour le corriger, déclenchant un rire dans la salle. Les avocats de l'industrie du divertissement présentent des graphiques annonçant des milliards en dommages. Pendant ce temps, des lettres d'utilisateurs inondent le tribunal, racontant comment The Pirate Bay leur a donné accès à une culture qu'ils ne pouvaient pas se payer, documentaires, manuels scolaires, films rares. 17 avril 2009, jour du jugement. Salle comble, le juge lit le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation, de complicité de violation de droits d'auteur. Chaque accusé, 1 an de prison. Collectivement, ils doivent 30 millions de couronnes suédoises, environ 3 millions d'euros. Le ton du juge est sévère, clairement destiné à envoyer un message à quiconque regarde. En quelques minutes, la page d'accueil de The Pirate Bay change son logo, un Mickey Mouse avec du scotch sur la bouche. Protestation silencieuse contre ce qu'ils appellent la censure financée par Disney. Peter Sund déclare aux journalistes que la sentence c'est comme un cadenas de vélo, une punition dérisoire pour un crime sans victime. Gottfried, lui, est absent au moment de la lecture du verdict. Cette absence, c'est un signe de ce qui va arriver. Les appels commencent direct. En droit suédois, les condamnations ne sont pas définitives tant que les appels ne sont pas épuisés. Personne ne va en prison tout de suite. Novembre 2010, la cour d'appel rend une décision mitigée. Les peines de prison sont légèrement réduites pour certains, mais les dommages explosent à 46 millions de couronnes, plus de 4 millions d'euros. Une somme impossible pour 4 mecs dans la vingtaine. On ne peut pas tirer du sang d'une pierre, écrit Sund sur son blog, en promettant que pas une seule couronne ne sera payée volontairement. 2011. La Cour suprême suédoise refuse d'examiner les appels. Les peines sont définitives. Quand les autorités viennent chercher les accusés, il en manque un. Gottfried s'est évaporé. Officiellement, il a manqué son audience d'appel pour cause de maladie. Officieusement, les médias suédois rapportent qu'il s'est enfui au Cambodge. Frédéric Neige se relocalise au Laos avec sa femme. Peter Sund finit par se rendre lui-même après une tournée d'adieu où il intervient dans des conférences de hackers. Carl Lundström purge sa peine en assignation à résidence. Mais Gottfried, l'architecte, le codeur, l'ingénieur qui a construit la machine, a complètement disparu dans le noir. Interpol émet des notices rouges. Les diplomates suédois contactent le gouvernement d'Asie du Sud-Est. Mais comment tu arrêtes un fantôme qui vit sur des communications chiffrées et qui se déplace entre des pays sans accord d'extradition ? Les mois passent, des témoignages occasionnels remontent. Un expat suédois jure avoir vu Gottfried dans un cybercafé de Phnom Penh penché sur un ThinkPad. Wikileaks révélera plus tard qu'il a aidé à construire l'infrastructure de leur fuite de câbles diplomatiques en 2010. Il vit exactement comme l'idéologie qu'il a codée, apatride, mobile, impossible à coincer. Pendant ce temps, The Pirate Bay refuse de mourir avec ses fondateurs. En 2012, le site fait une évolution radicale, il abandonne les fichiers torrent, switch complet vers les magnet links. La différence, elle est énorme. Un fichier torrent, c'est une cible physique, quelque chose que la police peut saisir ou bloquer. Un magnet link, c'est juste une chaîne de texte, un hash mathématique. Tu peux pas confisquer une équation. Plus de fichiers torrent égale moins de problèmes légaux et un poids du site qui s'effondre. Le blog annonce que ce changement rend Pirate Bay plus léger et quasi impossible à cibler. Il publie même une sauvegarde compressée de toute la base de données du site. Quelques gigas, n'importe quel utilisateur peut la télécharger et lancer un clone du site en quelques minutes. Le site est devenu un organisme distribué, conçu pour survivre même si chaque serveur original
part en fumée. Fin 2011, le trafic reste à des records historiques. Les condamnations ne l'ont pas ralenti, les raids ne l'ont pas stoppé. Les utilisateurs traitent le site comme si tout le drame légal se passait dans un univers parallèle. La création de Gottfried l'a dépassé, elle n'a plus besoin de ses fondateurs pour survivre. Mais l'histoire personnelle de Gottfried est sur le point de prendre un virage beaucoup plus sombre. Le gouvernement suédois n'en a pas fini avec lui, et les Danois non plus. De nouvelles accusations arrivent, qui vont bien au-delà du droit d'auteur. Base de données gouvernementales, vol d'identité, des accusations qui vont transformer Gottfried Svartholm de rebelle en menace. 30 août 2012, Phnom Penh, Cambodge. Une force conjointe, officiels suédois et police cambodgienne, débarque dans un appartement en bord de fleuve. La porte explose. À l'intérieur, ils trouvent un mec barbu de 27 ans, penché sur un ordi, entouré de canettes d'énergie drink vides et de barquettes de plats à emporter. Gottfried Svartholm est arrêté sans résistance. 72 heures plus tard, il est dans un avion pour Stockholm, déporté à la demande urgente de la Suède. Le pirate, qui a échappé à sa condamnation pendant 16 mois, est maintenant en détention pour purger son année de prison pour The Pirate Bay. Mais les procureurs suédois ont des plans plus ambitieux. Ils soupçonnent que son temps en cavale n'était pas que de la planque. Ils pensent qu'il était en train de hacker. De nouvelles accusations tombent avant même qu'il finisse les démarches d'entrée en prison. Accès non autorisé à des bases de données gouvernementales suédoises, tentative de fraude bancaire. Les enquêteurs allèguent qu'entre 2010 et 2012, pendant que Gottfried était soi-disant en cavale tranquille, quelqu'un utilisant ses ordinateurs a piraté les serveurs de Logica, un sous-traitant IT qui gère les systèmes du fisc suédois. L'intrusion a accédé aux numéros fiscaux nationaux de milliers de Suédois et tenté d'émettre des faux permis de conduire. Encore plus audacieux, des preuves suggèrent une tentative d'infiltration des systèmes de Nordea Bank pour initier des transferts non autorisés. Le récit bascule. Gottfried n'est plus juste un rebelle du copyright. On le présente comme un hacker Black Hat qui menace les infrastructures de l'État. Gottfried nie tout. Sa défense est technique et précise. Son ordinateur a été compromis par des inconnus qui l'ont utilisé comme proxy. J'étais une marionnette, dit-il à son avocat en présentant des preuves forensiques que des malwares ont été retrouvés sur sa machine. Quelqu'un aurait pris le contrôle à distance de son ordi pour mener des attaques pendant qu'il était au Cambodge. C'est plausible. Des chercheurs en sécurité confirment que son système était infecté, mais les procureurs argumentent qu'il est suffisamment doué pour avoir mis en scène cette infection lui-même. Le procès de 2013 est technique, dense et divisé. Le tribunal suédois rend un verdict partagé. Coupable pour le piratage de Logica et l'accès à des données gouvernementales confidentielles. Preuve insuffisante pour les charges concernant Nordea. Ce chef-là est abandonné. La peine, 2 ans de prison, réduit à 1 an en appel. Pendant qu'il commence à purger sa peine en Suède, un autre pays prépare ses propres charges contre lui. Le Danemark enquête sur un piratage dévastateur. En 2012, quelqu'un a infiltré CSC, un sous-traitant IT majeur qui gère les bases de données de la police danoise et les systèmes de sécurité sociale. L'intrusion a volé les numéros d'identification personnelle de millions de citoyens danois et accédé à des dossiers sensibles des forces de l'ordre. C'est une des pires failles de cybersécurité de l'histoire scandinave. Les enquêteurs danois remontent les logs et les empreintes numériques. La piste mène à un pseudo familier, Anakata. Fin 2013, alors que Gottfried finit sa peine suédoise, le Danemark demande son extradition. Il est immédiatement transféré à Copenhague et placé à l'isolement. Le procès danois d'octobre 2014 est intense et impitoyable. Les procureurs présentent les preuves d'une intrusion de 6 mois dans les mainframes de CSC, mais sa défense double la mise sur la théorie du jumeau maléfique. La vraie personne derrière ces rachats IRC, ce n'était pas Gottfried. Son co-accusé, un hacker danois de 21 ans, témoigne qu'il a rencontré le vrai Anakata et que ce n'était pas Svartholm. C'est une stratégie audacieuse. Le jury n'achète pas. Les preuves forensiques sont écrasantes. Données volées de CSC sur ses disques, schéma d'accès qui match son matos connu, log de chat avec ses tournures de phrases distinctives. 27 octobre 2014, verdict de culpabilité,
la peine est massive. 3 ans et demi de prison. La peine la plus lourde jamais infligée pour piratage informatique au Danemark à cette époque. Son co-accusé, présenté comme un complice mineur, s'en tire avec une peine clémente et sort libre avec le temps déjà purgé. En attendant le verdict, Gottfried ne montre aucune émotion. 3 ans de cavale, 2 procès, plusieurs condamnations, la combativité a quitté son visage. Septembre 2015. Gottfried sort d'une prison danoise, maigre et endurcie. Le Danemark tente de le déporter immédiatement, mais la police suédoise le réarrête sur les marches de la prison pour une dernière peine d'1 mois, résidu bureaucratique des condamnations pour piratage. Décembre 2015, toutes les dettes sont payées. Il est enfin libre. Sa mère vient le chercher à la sortie. Elle dit au journaliste qu'il veut juste retrouver un clavier après 3 ans loin de tout ça. Gottfried a vécu le récit complet du hacker. Création, gloire, exil, condamnation, prison, libération. Et The Pirate Bay, toujours en ligne. Toujours en train de servir des torrents depuis des serveurs hébergés dans des endroits où les autorités ne peuvent pas facilement aller, maintenus par des admins anonymes et des vrais croyants. Le site a survécu à plusieurs raids, des dizaines de saisies de noms de domaines et l'emprisonnement de ses 3 fondateurs. Il n'est plus aussi dominant qu'avant, le streaming et la fragmentation de partage de fichiers ont changé le paysage. Mais tape l'URL aujourd'hui et tu le trouveras. Ou un de ces innombrables proxys qui continuent de naviguer. Mais ce que cette histoire raconte vraiment, c'est l'écart de pouvoir entre ceux qui maîtrisent le numérique et tout le monde. Gottfried, à 19 ans, dans sa chambre, a tenu tête à Hollywood, à la police suédoise et à des gouvernements entiers. Pourquoi ? Parce qu'il avait les bons outils et qu'il savait s'en servir. Le problème, c'est que de l'autre côté du jeu, il y a aussi des mecs comme lui, sauf que ils ne s'en servent pas pour partager des films, ils s'en servent pour vider ton compte en banque pendant que tu dors, pour piéger ta mère avec un faux SMS de la poste, pour cloner la voix de ton frère et te demander 2000 € en urgence. 1200 Français se font avoir comme ça chaque jour. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit Fake. C'est une appli française, faite par moi, qui rééquilibre la balance. Tu reçois un SMS chelou, un mail louche, un lien que tu sais pas si tu peux cliquer, une capture d'écran d'une conversation qui te met le doute. Tu colles dans Fake. L'IA te répond en 2 secondes, arnaque ou pas, et pourquoi. Il y a aussi un chatbot dispo 24/7, demande à Fake, où tu peux poser n'importe quelle question sur une arnaque, en français sans jargon technique. Le lien est en description. Première semaine offerte, et abonne-toi pour la prochaine histoire, il y en a une chaque semaine. Parce que dans cette guerre numérique, le minimum, c'est d'avoir une arme.